commencer cette première table ronde. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureuse d'avoir été invitée par AUC pour animer cette table ronde sur les spécificités et les apports de la bande dessinée dans l'action culturelle universitaire. Cette table ronde, lorsqu'on l'a préparée, on a décidé qu'elle ne serait pas si ronde que ça. On avait envie qu'elle soit interactive, qu'elle soit multiple, de différentes formes. Et donc c'est pour ça que voilà, on n'hésitait pas à pouvoir intervenir, à poser des questions. On a vraiment envie que cette table ronde soit vivante. Et également, donc Daphné va pouvoir remettre nous donner les questions, c'est ça, des internautes en direct via YouTube, afin qu'on puisse également échanger avec les personnes à distance. Donc voilà, merci. Donc cette table ronde va faire une présentation de deux grands projets. Alors loin de faire une présentation dans le détail et de faire des présentations comme parfois on peut le voir, des éloges complets. L'idée, c'est vraiment de partir de ces exemples, vraiment des cas concrets, pour essayer de trouver les différentes de la fabrique d'une résidence d'artiste. Comment, quelles sont les différentes étapes, quels sont les cas pratico-pratiques pour qu'on puisse mieux appréhender. L'idée, c'est pas de reproduire à l'identique ces résidences-là qui sont admirables, mais on sait tous qu'on a tous des universités très 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 différentes les unes des autres, mais c'est en tout cas piocher des éléments, des éléments clés qui permettent une réussite, une bonne pratique de ces résidences. Voilà, donc à travers les spécificités, comment se font les liens entre les artistes et les services culturels et plus largement la communauté universitaire, quelles sont les conditions d'accueil, les freins éventuels, voilà, à travers des visions croisées donc des artistes et des services culture. Je vais présenter les différentes personnes, les différents intervenants. Je voulais excuser Daniel Alexandre qui a eu un empêchement familial de dernière minute, qui s'excuse, mais il n'a pas pu venir. Voilà, donc qui a travaillé en résidence à l'université de Rennes. Qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc il s'excuse. Donc Marie-Aude Lefebvre, qui est directrice du service art et culture de l'université de Rennes, qui nous présentera son projet et sa résidence. Voilà, et on va commencer tout de suite par Lionel Poutaro et Morgane Parisi. Donc Lionel est chargé de projet culturel à l'université de Poitiers, donc à la maison des étudiants, depuis 15 ans maintenant. Et depuis à peu près 5 ans, vous menez vraiment une réflexion autour du rapport texte-image de par les différentes résidences bande dessinée. Et Morgane Parisi, qui est autrice, créatrice d'images, et qui a à la base une double formation d'anthropologie et d'images. Voilà. Donc, je vous propose, alors, pour essayer de dynamiser et pas faire une table ronde d'une heure et demie seulement sur des présentations, on va peut-être vous propose de présenter votre projet assez synthétiquement en une petite dizaine de minutes, en donnant les éléments clés peut-être avec le nombre d'études, la structuration, l'environnement de l'université, du service culture, comment vous êtes structuré et comment vous avez mis en place la résidence étape par étape. Et ensuite, voilà, vous pouvez intervenir, on pourra intervenir, poser des questions et aller plus en détail dans certains points de l'appel à projet, ou non d'ailleurs, de l'accueil d'artistes, jusqu'à la restitution sous différentes formes de la résidence. Voilà, donc je vous laisse peut-être la parole.
Merci Lionel. Merci Lénore. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Lionel Poutarot, chargé de projet culturel à l'Université de Poitiers. Pour le contexte, l'Université de Poitiers, c'est d'abord une université pluridisciplinaire assez ancienne, à la création en 1431, qui est maintenant multisite. Alors il y a le site bien sûr de Poitiers, le site principal, mais également des formations à Angoulême, Niort et Châtellerault. Plus d'autres plus petites. C'est environ 33 000 étudiants actuellement. Et puis voilà, moi je suis coordinateur donc du pôle culture. Alors pôle culture, ça a un sens puisqu'il n'y a pas de service officiel culture. Le service, c'est la maison des étudiants. Voilà, et on est 3 personnes vraiment dédiées à la culture. Et je suis le seul en fait à être titulaire en fait du poste, puisque les 2 autres personnes sont en CDD que vous avez vu, Daphné et Alice. Voilà. On travaille essentiellement sur les grands axes de la convention cadre culture, université lieu de culture, pardon, que sont la pratique artistique, il te manque quelque chose? Ah oui, on va pouvoir peut-être pas tout de suite, mais enfin oui, on peut mettre celui-là déjà. La pratique artistique, la présence artistique, donc avec notamment des résidences d'artistes. Et puis la diffusion culturelle au sens large. Et puis on a nous 2 grandes directions sur lesquelles on travaille, c'est le lien avec la pédagogie et l'insertion professionnelle. Donc on va retrouver ça aussi à travers les résidences. Et puis un autre qui est plus sur la médiation culturelle, les cultures engagées, et notamment un travail en direction de publics un peu plus éloignés, en situation de handicap, étudiants internationaux. Voilà. Et donc on a mis en place des résidences à l'époque, la vice-présidente culture Isabelle Lamotte, qui était là ce matin, je sais pas s'il est elle est toujours là. Voilà, avait envie de travailler sur un projet autour de la littérature. Voilà, on en a discuté, et puis moi en amateur de bande dessinée, j'ai sauté sur l'occasion, voilà, pour proposer une résidence autour de la bande dessinée, avec aussi des arguments de poids qui ont été rappelés précédemment, à savoir les formations en bande dessinée qui étaient assez récentes, le fait qu'on fasse un atelier déjà en bande dessinée. Et puis le réseau de recherche en bande dessinée était pas encore créé, je crois, quand on a commencé, c'était il y a 6 ans, en 2017. Voilà, et on a lancé, donc alors la première année, ça a été vraiment, alors je vais peut-être passer suivante. On a vraiment fait un peu, voilà, par expérience. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Voilà, par expérience, mais en tout cas, ce matin, on a parlé un peu de commande. Alors moi, je suis beaucoup plus réservé sur ce terme-là. Je parle plutôt de résidence de création, puisque la commande que l'on passe nous, en fait, alors on est un peu entre les deux, mais la commande que l'on passe nous, c'est en gros un thème. Et après, j'ai envie de dire, l'artiste quand même est très très libre de produire ce qu'il a envie derrière. La preuve en est, c'est qu'on a eu, on peut le voir là, la première image en haut à gauche, c'était une exposition. Morgane présentera aussi son travail qui était un Leporello. Alors les autres étaient des bandes dessinées, mais voilà, c'était quand même assez libre. Alors je vais passer rapidement sur les objectifs culturels artistiques, mais voilà, c'est des choses dont il faut effectivement tenir compte. Résidence de création, donc il y a un temps de création assez important. Il est important de le laisser le plus large possible pour que les artistes puissent vraiment travailler, créer, et ça prend du temps à la fois pour y réfléchir, que mettre en place, et après le réaliser concrètement. Et puis quand même de la médiation, parce que c'est un projet aussi culturel, donc c'est important pour la structure d'accueil de pouvoir présenter un peu les artistes à la communauté universitaire, voire de manière un peu plus large sur la ville. Et puis un point que j'avais noté, c'était la question de la professionnalisation. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi de manière générale. C'est-à-dire, on emploie des artistes, donc la base, c'est de les rémunérer. Ça, c'est très très important.
Et professionnalisation aussi parce que, bon, on en reparlera peut-être, mais effectivement, là, nous, quand on fait des appels à candidature, la plupart proviennent du master bande dessinée d'Angoulême. Donc quelque part, il y a une logique, ils sont formés à l'université et on continue à travailler avec eux par la suite. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Tu me coupes hein, si il y a des choses à dire. Je passe après. J'avais fait un slide sur le budget pour avoir un peu une idée de ce que ça pourrait représenter. On est autour de 22 000 € actuellement, et on voit que la part on voit en bleu, donc à gauche, c'est la part salariale. Donc qui est très importante, mais qui est vitale pour nous, sachant qu'on est alors c'était pas le cas à l'époque de Morgane, mais aujourd'hui on est à 4 mois et demi et on va aller jusqu'à 5 mois de présence pour la prochaine résidence. Voilà, et après différents pôles, notamment toujours en bleu, l'aspect suivi éditorial, on pourra en reparler parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important, en tout cas pour nous. Voilà, on travaille avec un éditeur qui fait tout le suivi avec l'auteur ou l'autrice, et même si là encore c'est pas vrai à chaque fois, et puis qui prend aussi en charge les impressions. Et puis peut-être une chose à dire quand même sur l'aspect hébergement, c'est que avant on louait un appartement en fait pour pouvoir accueillir les artistes de manière assez longue, et maintenant on a un logement dont a pu bénéficier Thomas cette année notamment, et Clara l'année dernière, qui est dans le jardin botanique universitaire, donc voilà, qui nous est mis gratuitement à disposition évidemment, donc c'est vraiment super. Et puis après voilà, une idée sur les financements. Donc on voit la part universitaire, et en gros on est à peu près à 33% entre université, région et DRAC. Voilà, et j'avais noté enfin des points d'attention, mais peut-être ça on en reparlera. Le lieu d'accueil, je viens d'en parler, on accueille des gens, donc c'est important qu'ils soient logés en quelque part, mais aussi il y a la question du lieu de travail. Donc ça peut être le lieu d'hébergement, mais ça peut être aussi d'autres lieux en fonction des thématiques. De la coordination, parce qu'effectivement on peut pas lâcher les artistes comme ça non plus à 100% dans la nature, dans le milieu universitaire qui est pas toujours évident à comprendre. Voilà, et puis avec la quantité de sites notamment, une convention, ça c'est pour l'aspect cadre, c'est important de bien s'entendre avec les artistes sur qu'est-ce que va être cette résidence, quel en est le contenu, quels en sont les intérêts, voilà. Et ensuite, il y a un changement de couleur, mais qui n'est pas du tout, c'était pour l'esthétique. L'aspect médiation, donc ça j'en ai parlé. Le suivi éditorial, donc pour nous c'est important. On n'est pas éditeur, donc à partir du moment où on édite quand même une bande dessinée pour la plupart des cas, c'est important qu'il y ait quand même ce suivi, une relation en tout cas avec un professionnel. Voilà, alors qui est la plupart du temps Flubble pour nos résidences. Morgane, c'était c'était Rutabaga, voilà. Et puis la première, donc c'était une exposition, donc là il n'y a pas eu cette question à se poser. Voilà, puis la question du calendrier, puisque effectivement il y a la bande dessinée, Thomas en a parlé ce matin, c'est long, c'est difficile, voilà, donc ça demande du temps, donc c'est important à la fois d'avoir beaucoup de temps pour faire quelque chose de bien, et en même temps d'avoir une vigilance sur ce calendrier, puisqu'au bout du compte, il faut quand même essayer d'arriver à quelque chose. En tout cas, nous, c'est le deal qu'on passe avec les artistes, c'est d'avoir une proposition artistique finale. Voilà, et après on fonctionne, pour finir, on fonctionne par appel à candidature la plupart du temps. Ça n'a pas été vrai tout le temps, mais c'est comme ça maintenant. Il y a eu un cas avec Robin Cousin où la thématique faisait qu'on connaissait son travail, donc on est allé directement vers lui, mais sinon on fonctionne par appel à candidature. Et puis on a un jury voilà, composé essentiellement de personnes de l'université, voilà, qui statue sur les candidatures et qui retient un artiste. Et puis pour finir, les thèmes, on a des thèmes qui sont qui ont été très variés jusque-là, qui sont des thématiques assez larges pour pas contraindre trop non plus l'imaginaire des artistes. C'est important de pouvoir s'imprégner d'une thématique et puis après de se l'approprier, et puis doucement de réaliser quelque chose.
Et donc des thèmes qui se décident de manière assez informelle. En fait, on échange entre nous au niveau du pôle et puis avec la vice-présidence, alors Isabelle, Sybille maintenant. Voilà. Et puis à un moment donné, on décide parce que ça peut avoir un intérêt au niveau de l'actualité, par exemple, mais pas forcément, ou un lien plus poussé avec un laboratoire. Voilà, c'est très très varié. Et pour faire le lien avec Morgane, elle avait travaillé sur le temps, qui était un peu un fil rouge qu'on avait sur plusieurs de nos projets. Et voilà, donc je vais la laisser en parler parce qu'elle en parlera aussi bien que moi. Je corrigerai si besoin. Oui, tout à fait. Alors, on passe. Du coup, moi, quand j'ai vu l'appel à projet passer, parce que à Angoulême, on a pas mal de réseaux, on s'échange des mails, enfin les plans passent assez bien, quoi, avec Magélis, avec l'association du A, etc. Donc voilà, on est souvent au courant de ce qui se passe. Donc j'ai vu passer l'appel à résidence et sur cette thématique du temps, et moi ça tombe bien parce que c'est vraiment quelque chose que j'étais en train de travailler en ce moment, enfin au moment où j'ai reçu ça. En 2019 ou 2018 peut-être, à ce moment-là. Ouais. Et alors moi, ma pratique, c'est j'essaye de faire des images qui sont entre le graphisme, la bande dessinée, l'illustration. Donc je mélange un peu tout. J'ai fait des études d'art appliqué. J'ai été étudiée à l'ESI d'Angoulême et j'ai également fait un master d'anthropologie sociale à Bordeaux. Et du coup, j'essaie d'un peu mélanger tout ça. J'ai aussi fait un Erasmus en Grèce où je me suis spécialisée dans le graphisme et la typographie. Et donc, j'essaie de faire en sorte que tout se mélange quand je crée des images. Oh no. Et donc, dans ma pratique, donc par exemple, je fais des grands posters sur des thèmes. Donc, on a par exemple le réchauffement climatique. Donc là, c'était un petit récit qui prend appui sur des petits conseils écolos que je reprends, et à peu près à la moitié du poster, j'imagine les conseils écolos dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, et en fait on sent un glissement de plus en plus brutal de ce qui va nous arriver bientôt. Donc j'avais lu les rapports du GIEC à l'époque, ça m'avait beaucoup inspiré pour créer cette petite narration en icône en fait. Dans la charte du milieu, c'est une charte sur la mort, donc j'avais un petit peu étudié toutes les pratiques culturelles autour de la mort, qu'est-ce qu'on faisait sur le traitement des corps culturellement, est-ce qu'on les enterre, est-ce qu'on les momifie, est-ce qu'on les mange, est-ce qu'on les mélifie, voilà, c'était très très vaste en fait. Donc mes études en anthropologie m'ont pas mal aidé à savoir où chercher. Et puis voilà, j'ai fait pas mal aussi de choses pour un petit peu illustrer des magazines scientifiques, là pour célébrer les 100 ans de DP Science, des choses comme ça. Et donc j'ai, depuis 1000 ans à peu près, un poster qui m'attend sur le temps, et donc j'avais un petit peu dressé les grandes lignes. Et donc quand j'ai vu l'appel à projet où c'était sur le temps, je me suis dit c'est pour moi. Donc j'ai bondi sur l'occasion, j'ai rédigé une lettre, et puis j'ai montré mes travaux, et puis voilà, ça a marché. Donc je suis arrivée à Poitiers donc en septembre, donc c'était de septembre à février, c'est ça? Octobre, oui, c'est vrai que oui, la rentrée c'est octobre finalement, donc octobre jusqu'à février. Donc j'étais au sein de Poitiers. Voilà, j'avais à ma disposition 7 chercheuses et chercheurs qui travaillaient sur la thématique du temps, donc j'étais absolument ravie. Donc je suis allée, j'ai passé une journée, voire 2 journées avec eux. Donc chacun les visitait dans leur labo, dans leur quotidien. Voilà, on a mangé ensemble, ils m'ont expliqué tout ce qu'ils faisaient, c'était absolument passionnant. Parfois je revenais les voir pour un petit peu peaufiner un point ou deux que j'avais pas forcément compris, ou alors par exemple Lafsane Gaillard qui m'avait réinvité pour aller voir le labo des souris, donc ça c'était vachement cool parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'y entrer, il fallut pas mal d'autorisation. Voilà, donc peut-être que je peux montrer des choses du coup. Hop, donc c'est un grand Leporello au final que j'ai réalisé. Donc je vous ai mis un petit peu les croquis au départ, donc en blanc là-haut, c'était vraiment la première ébauche que j'ai fait à peu près à Noël,
Et puis petit à petit ça s'est affiné et donc j'ai abouti à cette forme-là en fait. Je savais dès le départ que je voulais quelque chose je voulais une frise du temps en fait, quelque chose qui serait sur une même ligne continue où le dessin serait ininterrompu malgré le fait qu'on passe de la présentation d'un chercheur ou d'une chercheuse à une autre. Donc on peut vraiment le lire de plein de façons en fait. On peut le prendre comme une frise, on peut l'accrocher au mur, on peut juste prendre là l'équivalent d'à peu près une page A4 pour valoriser la recherche d'une personne en particulier, ou on peut simplement voilà, l'avoir comme un livre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à élaborer. Dans ma pratique, je fais pas souvent de la narration. Elle se place différemment, en fait. Je vais pas écrire un scénario avec tel personnage fait telle chose, etc. Mais par contre, ma façon d'envisager comment l'information va être perçue par les gens, comment ils vont prendre en compte tout ce qu'ils sont en train de voir, tout ça, je le travaille énormément et ça me demande beaucoup de temps de réflexion. Donc c'est vraiment un travail sur les typos, sur la couleur, sur comment je vais agencer mon texte. Donc voilà, donc c'était vraiment très agréable de faire ça. L'avantage de cette résidence, c'est que donc on a carte blanche et ça c'est quelque chose d'extrêmement rare dans le monde de la création et de la recherche quand même. Parce que tout doit quand même être dans des canons. Voilà, faut faire un livre, il a un tel format, etc. Il faut répondre à telle commande, il faut faire plaisir à tel client. Donc là, l'idée, c'était vraiment de laisser un artiste explorer entièrement cette thématique à sa façon. Donc moi, je me suis évidemment éclatée. Et je crois que du coup, c'est un objet qui finalement fonctionne bien quand même, parce que je l'ai pas fait comme étant une commande, mais finalement, ça marche aussi bien. Ils peuvent tout à fait s'en servir pour valoriser les recherches par ailleurs. Voilà, donc c'est un objet qui peut être assez clé en main. Voilà. Donc il y a des illustrations, mais également des textes. Oui. Les textes ce sont des interviews, des restitutions de rencontres. C'est vraiment des résumés de ce que de la recherche du scientifique en question ou de la scientifique en question. Donc c'est moi qui les ai rédigés. Donc j'ai essayé de rédiger ce que je comprenais de leur recherche, et de façon à ce que ça transmette l'essentiel de la recherche en cours à un public, voilà, un public type minimum ado, je pense. Après, pas forcément, voilà, pas vraiment de public en question de toute façon dans ce type d'objet. Donc oui, donc c'est vraiment moi qui l'ai rédigé. Effectivement, après, Thomas ce matin disait qu'il n'a pas forcément montré aux chercheurs parce que c'est un récit avec sa voix propre, etc. Moi, j'avais au contraire assez envie d'être juste dans ce que je disais et de m'assurer que je disais pas des conneries, quoi. Donc je leur ai montré et on a eu des petits temps d'échange pour essayer de bien peaufiner peut-être des mots que j'utilisais pas forcément bien, des tournures de phrases qui leur convenaient peut-être pas tout à fait. La plupart étaient en mode très bien, c'est super, peut-être juste change là, l'intitulé c'est pas tout à fait ça, et puis voilà. Et certains m'ont demandé des petites corrections, ce que je comprenais tout à fait. Alors après, parfois je tranchais un peu parce que ma contrainte de place était assez forte, fallait pas non plus que ça dépasse. Donc parfois quand ils veulent expliquer en 10 phrases ce qui peut être expliqué en une seule, non, du coup on va trancher à l'essentiel. Tant pis pour la pure exactitude même, mais vraiment ça, pour en tout cas la personne qui va lire ça ne fait pas vraiment de différence en fait. Donc c'est, voilà, on n'est pas dans un travail de rédaction de thèse non plus, donc faut aussi savoir voilà, où placer en fait les informations. Voilà. Très bien. J'avais une question par rapport à la temporalité. 4 mois et demi, alors je ne suis pas spécialiste professionnel de la bande dessinée, mais est-ce que c'est le temps qu'un auteur ou qu'une autrice de bande dessinée a pour écrire un ouvrage en temps normal? Alors là, c'est vraiment un ouvrage qui est plutôt court, en fait, si on regarde le nombre d'informations.
normalement, enfin, une bande dessinée, elle peut prendre 1 an, ou enfin entre 6 mois et 2 ans, ça dépend des auteuristes, mais là, on n'est pas tout à fait dans la même thématique parce que il fallait, c'est un objet plus court tout de même, et puis et assez particulier. Donc c'est une vision qu'on propose avec une pagination qui est peut-être un peu moindre. Quoique Robin ou même Thomas, on fait pas mal de pages au final. Donc oui, il y a quand même une temporalité. Mais j'ai quand même travaillé quelques semaines après la résidence pour finir dans les temps parce qu'il manquait encore des éléments. Donc je crois que j'ai reçu les bandes. L'ouvrage en fait, parce que pour faire un peu des économies, on a décidé avec mon éditeur, donc qui est Rutabaga, parce que j'aime beaucoup ce que fait Flubble Hub, mais comme j'étais pas du tout dans la narration et que j'avais en tête un objet particulier, je me suis dit je vais faire appel à quelqu'un avec qui je travaille régulièrement pour suivre la fabrication, être sûr que ce que j'imprime est carré, quoi, plutôt en bande. Et du coup, donc j'ai fait appel à Olivier Crépin de chez Rutabaga pour m'aider à vraiment mettre au point ça. Et on s'est trouvé que le budget pour l'impression donc donné par la résidence était très confortable, mais confortable uniquement si jamais on faisait du A5 imprimé laser en fait. Et si on sort un tout petit peu de ce canon, alors là par contre les prix explosent. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit c'est pas très grave, on a fait à peu près 150 devis avec l'éditeur pour être sûr d'avoir le bon ratio de taille et de faire en sorte que je fasse que la bande en fait puisse se diviser en 3 bandelettes qui tiennent dans un format à 0 à peu près. Comme ça, l'imprimeur n'avait plus qu'à imprimer une feuille, nous la trancher et nous la préplier avec des machines. Et comme ça, nous, on reçoit les bandes et on n'a plus qu'à les replier un petit peu mieux et les coller. Parce que le collage, ça se fait à la main et l'imprimeur, en tout cas, le façonnier, bref, le budget explosait complètement. On s'est dit, c'est pas grave, on va le faire à la main, nous, quoi. Du coup, j'ai reçu les bandes le 2e jour du confinement. Donc il y avait personne pour m'aider à tout faire. Ça a pris l'entièreté de mon bureau pendant tout le confinement. Ça sentait l'encre dans mon bureau. C'était assez rigolo. Du coup, j'en ai un souvenir un peu ému. Et voilà, ça m'a aussi aidé à passer ce confinement. Je passais une petite heure par jour à plier et à coller un petit peu. Et puis après, quand on a été déconfinés, avec Olivier Crépin, on s'est revus et puis on a collé ensemble. Il a aussi pris une large partie du travail pour compenser. C'était drôle. La matérialité compte beaucoup dès qu'on veut faire des objets atypiques. Très bien. Peut-être qu'on peut rebondir par rapport à la matérialité et aux résultats des différentes résidences qu'il peut y avoir. Et peut-être qu'on peut laisser la parole à Marie-Aude qui peut présenter la résidence. Et puis on reviendra, ça permettra de rebondir sur les différents points ensemble. Merci. Merci Éléonore. Donc je suis un peu déçue de ne pas être là avec Adan, donc Daniel Alexandre, qui est l'auteur avec lequel on a eu un compagnonnage de 4 ans. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement me faire passer mes 3 diapos. Et surtout, il nous manque son accent chantant du Sud. Donc voilà, donc on pense à lui. En fait, on est dans un cadre très très différent, donc à la fois notre université, l'université de Rennes aujourd'hui, qui est un établissement public expérimental, était au moment de la présence de Daniel, l'université de Rennes 1, avec à peu près 30 000 étudiants sur des campus, 3 campus à Rennes, mais également Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lannion, et je pense que j'en oublie. Et à peu près 30 000 étudiants, et en termes de disciplines enseignées, des sciences dites dures, des SHS, mais la philo, le droit, l'économie, la gestion, mais absolument pas de formation artistique, art, lettres, communication, et en fait qui sont enseignées à l'université de Rennes 2, avec lequel on travaille régulièrement. Et donc voilà, on a cette spécificité un petit peu par rapport à l'université de Poitiers, et donc en fait, et le cadre dans lequel on a travaillé avec Daniel a été extrêmement différent. Lui est un auteur de bande dessinée qui a commencé en fait par une formation scientifique de biologie. Il est allé jusqu'au DEA, si je ne me trompe pas, donc à Toulouse.
Mais il dessinait évidemment depuis longtemps et il a fini par choisir cette carrière, ou en tout cas ce souhait de travailler plutôt le dessin. Donc pendant 15 ans, 20 ans, il a dessiné, et puis une envie quand même de croiser sa formation initiale avec ses compétences en termes de dessin. Donc, il retrouve un de ses copains de fac qui est à l'université de Rennes et il lui dit j'aimerais bien venir dessiner des choses en matière de biologie, que ça soit des plantes, des animaux. Les animaux l'intéressaient en particulier. Et donc, son ami Éric Petit le fait venir et lui fait d'abord rencontrer une équipe de recherche, donc une équipe éco-bio, avec en particulier une équipe qui travaille sur le comportement des gorilles. Alors tout de suite, ses yeux ont brillé et lui ont donné une folle envie, effectivement, de suivre en fait le travail des recherches de ces chercheurs, et qui en fait sont tout de suite venus nous le présenter et nous demander en fait d'accompagner en fait le projet, parce que l'équipe de recherche y voyait aussi une manière de parler de leur propre thématique de recherche. Donc en fait, au départ, ce qu'on a proposé en fait à l'équipe et à Daniel, c'est de les accompagner en soutenant en fait le voyage notamment de Daniel au Congo avec une équipe de recherche qui partait 2 à 3 mois après pour 3 mois. Lui les a accompagnés pendant 1 mois à peu près. Et puis en disant mais nous, au service culturel, où est notre place? Et on a des missions assez larges au sein du service culturel de l'Université de Rennes. Ça comprend la culture artistique, la culture scientifique, la relation sciences-société et les collections scientifiques qui sont rattachées donc toute l'équipe de conservateurs et d'assistants de conservation de nos collections scientifiques sont rattachées au service culturel. Donc il y a vraiment un maillage. Et comme tu le disais, Lionel, cette place un peu singulière du service culturel qui est à la fois en lien avec la formation, en lien avec la recherche, et puis par ailleurs en lien avec la vie étudiante. Et donc dans ce cadre-là, en fait, le cadre un peu qu'on a proposé de travail avec Daniel, c'est de l'aider à porter son projet personnel, qui était de pouvoir faire un carnet de voyage. Donc le carnet de voyage, j'ai pu en ramener qu'un seul exemplaire, mais vous pourrez le regarder un petit peu après. Enfin, il est à votre disposition. Et puis de travailler avec lui et avec des scénographes à la réalisation en fait d'une exposition. Et donc il est allé à la fois suivre les chercheurs sur le terrain avec l'aide aussi de financement extérieur, et je pense notamment au centre de je cherche le terme, c'était le centre du livre de Franche-Comté, voilà, qui l'a vraiment aidé aussi à porter ce projet-là. L'équipe de recherche et nous-mêmes, le service culturel, avons aidé au financement de son voyage. Et donc, à son retour, il a pu sortir ce livre des gorilles et des hommes, qui a été primé au festival du carnet de voyage de Clermont-Ferrand l'année suivante, en 2014. Et donc, en parallèle, on a commencé à travailler sur un projet d'exposition. Et ce qui est singulier, en fait, du coup, dans notre travail et ce compagnonnage avec Daniel, ça a été vraiment, du coup, de mettre le dessin au cœur de l'exposition et de nous amener, on peut passer peut-être à la deuxième diapo, et de nous amener à vouloir faire vivre presque une expérience, mais qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas travaillé avec un dessinateur. Parce qu'à la fois, ces dessins, on souhaitait qu'ils soient vraiment extrêmement présents dans l'exposition, mais on voulait aussi faire vivre une aventure au public venant découvrir l'exposition, si bien qu'on a, au-delà du travail qu'on a vraiment mené, il a participé au commissariat d'exposition, à une partie de l'écriture qui a été croisée entre les chercheurs,
lui en tant que dessinateur, et nous, service culturel, on a vraiment croisé nos trois regards pour élaborer cette exposition, et en même temps en voulant proposer une exposition qui soit vraiment immersive. C'est-à-dire qu'on a travaillé, non pas, on a fait un cahier des charges pour l'exposition, qu'on a lancé l'appel à projet, mais en fait, on a choisi, comme on a eu 3 retours, et on a choisi une équipe en fait qui fait de la scénographie à la fois pour du cinéma, pour des festivals, type les transmusicales que certains sans doute d'entre vous connaissent, et parce qu'on avait vraiment envie de faire vivre une expérience aussi au public. Mais c'est par cette relation en fait avec Daniel et la richesse en fait de toute ce qu'il a ramené en fait à la fois de son voyage au Congo, mais aussi dans le laboratoire à l'université, parce que pour nous c'était très important en fait que du coup au travers de son travail personnel, nous on puisse au-delà valoriser aussi le travail des chercheurs, et de parler vraiment à la fois de l'animal, le gorille, mais aussi des recherches sur le comportement des gorilles. Et en fait, cette présence d'un dessinateur nous a ouvert des portes en fait qu'on n'avait pas ouvertes, puisqu'on n'avait pas cette relation avec la bande dessinée au sein même de l'université. Et donc, ça nous a amené à des partenariats avec des festivals. On a très vite retenu l'attention, notamment de Quai des Bulles, qui est chez nous le grand festival breton qui a lieu à Saint-Malo chaque année. On a travaillé vraiment étroitement avec eux, avec un projet au départ qui était extrêmement important. Ça devait être l'exposition, puisque dans le cadre du festival Quai des Bulles, il y a en général une exposition qui dure 3 mois et qui est au cœur de la cité corsaire. Malheureusement, on a eu il y a eu des échanges un petit peu avec la mairie qui ne nous ont pas permis d'aboutir, si bien que l'exposition a pu être présentée quand même au festival, mais dans un autre lieu. Et qui étaient un petit peu excentrés par rapport au festival, mais qui malgré tout nous a permis d'accueillir quand même un public nombreux. Et je pense qu'effectivement l'apport du dessin a été vraiment un élément important en fait pour ce type de partenariat évidemment, et qui s'est élargi à d'autres festivals. Un petit festival de BD qui est proche de Rennes, le festival de BD, la ville s'appelle BD, donc c'est bon, évidemment on imagine le pourquoi de leur festival. On est allé aussi l'exposition, elle a tourné en fait. Bien souvent on conçoit des expositions en service culturel, mais en fait, les expositions restent chez nous. Voilà, donc on accueille des publics divers, mais là vraiment, en fait, le projet et la qualité en fait du travail de Daniel, du travail des scénographes, nous ont vraiment donné envie de donner à fond dans cette exposition et de dire il faut qu'elle tourne. Donc, elle a tourné dans des festivals de BD, elle est allée également à Audincourt, dans des médiathèques, et ça nous a permis aussi de croiser de faire des partenariats avec d'autres universités, et en particulier l'exposition a pu être présentée à l'université de Lille et à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et à chaque fois, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est des actions de médiation culturelle autour du travail initial de Daniel, autour de l'exposition, à la fois toujours en essayant de valoriser le travail du dessinateur et de faire des tables rondes où il était effectivement invité sur la question notamment du dessin, à la fois du dessin de lui en tant qu'auteur, mais aussi ce rapport au dessin scientifique, au dessin d'observation. Moi, j'avais été frappée en fait quand on a vraiment travaillé avec lui et dans nos rapports avec des chercheurs du campus, de voir combien dans les formations en fait universitaires en sciences naturelles et puis la question du dessin d'observation devient un peu le parent pauvre parfois dans la formation des étudiants en biologie, en géologie, alors qu'en fait l'exercice de l'œil par le dessin, moi, me semble
assez fondamentales. Et donc, il y avait vraiment pour nous un enjeu aussi de parler de cette question-là, en réunissant à la fois des scientifiques de ces domaines-là, mais aussi des auteurs de bandes dessinées ou des auteurs, enfin voilà, de dessins comme du coup Daniel, comme Pierre Mazan, comme Jean-Yves Duhaut, que l'on a pu faire se rencontrer. Et puis c'était aussi proposer à Daniel des actions aussi d'initiation un peu à la bande dessinée dans des lieux qui n'étaient pas forcément celui de l'université, mais je pense par exemple à la médiathèque de Plélan-le-Grand, qui est en forêt de Brocéliande, et l'équipe de recherche est en proximité de la forêt de Brocéliande. Donc il y a pu avoir un rapport avec des publics divers. C'est là où en fait tout ce travail-là nous a permis vraiment d'aller vers des publics qu'on n'avait pas l'habitude en fait de rencontrer, c'est-à-dire aller au-devant de ces publics de festivals de bande dessinée. On les avait beaucoup moins finalement nous au sein du service culturel. On a un lieu, et donc vous voyez une photo en bas du lieu dans lequel nous avons exposé, donc au Diapason, qui est notre lieu culturel à l'université de Rennes. On a ouvert, en fait, on a gardé cette exposition-là pendant 3 mois. D'habitude, on est ouvert du lundi au vendredi. On a fait l'effort d'ouvrir tous les samedis avec un collègue où on se relayait, et on a accueilli plus de 4000 personnes en fait dans cette exposition. Donc je pense que pour nous ça a été une des plus belles expositions qu'on a pu faire, et avec vraiment ce souci du coup de se dire on se donne à fond, mais on essaye de faire en sorte qu'elle puisse sortir de nos murs. Donc, à Lille comme à Mulhouse, il y a eu aussi des actions plutôt de culture scientifique où nos chercheurs ou des chercheurs des universités concernées ont pu échanger en fait sur le sujet du comportement des gorilles. Donc voilà, on a fait une multitude d'actions ensemble. De ce partenariat-là, en fait, on a continué à avoir envie de travailler ensemble. Et là, en fait, on a eu vraiment à cœur de croiser nos intérêts, en fait, entre le souhait du dessinateur et nos missions. Et il se trouvait qu'il avait eu l'occasion, lors de sa présence initiale, de visiter nos collections scientifiques et d'être évidemment les mirettes extrêmement passionnées et trouvant passionnant de découvrir nos collections et de découvrir aussi les personnes qui s'occupent des collections. Si bien qu'en fait, étant donné que que ce sont des personnels qui dépendent du service culturel, en fait, on a monté un projet de résidence, vraiment, donc sur la base d'un contrat de résidence, où il était vraiment important en fait que Daniel puisse mener à bien un projet personnel. Donc, il souhaitait faire une bande dessinée valorisant on peut passer à la 3e diapo, merci. De valoriser du coup à la fois les scientifiques s'occupant des collections, enfin nos assistants et conservateurs de collections, et en même temps l'idée de se rapprocher aussi d'un public demandeurs que sont le public scolaire. Donc cette convention en fait de résidence en milieu scolaire, elle a été soutenue par la DRAC et par la ville de Rennes, qui ont un dispositif chaque année de soutien à la présence des artistes en milieu scolaire. Donc ça nous a permis de travailler avec une école prioritaire de la ville de Rennes, et il y a eu la présence de Daniel régulière à plusieurs reprises sur des semaines d'immersion dans l'école, donc où il a pu à la fois travailler avec les élèves, travailler son projet personnel, mais les élèves pouvaient venir le rencontrer. Et puis on a pu aussi faire venir les élèves à l'université pour découvrir les collections. On a essayé aussi de leur faire appréhender en fait le travail de nos personnels, non seulement qui travaillent en lien avec les collections, mais aussi d'autres collègues qui travaillent dans des animaleries, enfin voilà, donc de découvrir un peu les différentes profils aussi de métiers. On a pu travailler avec eux sur
comment faire un herbier. Donc, et on a proposé aux enfants de réaliser une exposition à la fois avec à partir des dessins de Daniel, mais aussi avec leur propre production qu'ils ont pu faire tout au long de l'année, à la fois écrite et en termes de production de dessins et d'origami. Et donc, on a réalisé avec une exposition toujours au diapason, donc qui a pu être montrée en juin 2017. Donc voilà le compagnonnage que l'on a pu avoir avec Daniel. Donc d'abord, voilà, un dessinateur qui vient nous voir et qui a un projet personnel, qui croise quelque part l'intérêt du service culturel de faire de la médiation et de valoriser les recherches à l'université, et du coup jusqu'à vraiment une résidence, donc sur la base d'un contrat de résidence, alors que dans un premier temps, effectivement, on était plutôt sur des notes de droit, financement de son voyage, des notes de droit d'auteur. Ce qui est un peu la spécificité aussi, on en a reparlé, c'est la question de la relation avec les éditeurs. Nous n'avons, il y a les presses universitaires de Rennes, évidemment, à côté de nous, mais en fait, là, il était très important en fait qu'il y ait une relation forte, effectivement, entre l'éditeur et Daniel. Donc c'est lui en fait qui est allé chercher les éditeurs, et nous sommes engagés plutôt dans des préachats en fait pour soutenir l'édition. Voilà, c'est un peu l'histoire de cette relation avec Daniel. Ah, merci. Une réaction sur le chat, c'est ça? On avait une première question pour Lionel et Morgane sur le lien avec les étudiants, parce que vous n'avez pas parlé des actions de médiation que tu avais pu mener. C'est vrai. Juste de manière générale, le mot à dire, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer entre 20 et 30% d'actions de médiation pendant la résidence. Alors ça fait beaucoup quand même, parce qu'on oublie souvent de compter quand il y a une intervention en atelier, il y a aussi des fois de la préparation, donc ça va très vite, et il faut pas trop empiéter sur le temps de création. Mais en tout cas, pour nous, il est évident qu'à un moment donné, il y a un lien en direction de la communauté universitaire, et plus particulièrement, c'est vrai, des étudiants, notamment dans des interventions qui peuvent être très variées, par des ateliers de pratique ou des rencontres un peu plus larges. Mais peut-être Morgane a des exemples de ce qu'on avait fait à l'époque. Du coup, tu m'avais dit que j'avais pouvais un petit peu imaginer ce que j'avais envie, donc ça c'était vraiment déjà très riche. Ça évite de rencontrer des classes un peu au hasard et que ce soit sympathique mais pas forcément très satisfaisant pour tout le monde. Mais là, ce que j'avais imaginé, c'était de me mettre au service des étudiants qui étaient en fin de mémoire ou en thèse, donc plutôt viser à partir du master, M1, M2 ou thèse, et de leur proposer mes services graphiques pour les aider à concrétiser, de réaliser des images dont ils auraient besoin dans leur travail universitaire. Parce que je trouvais que ça manquait, moi, quand j'ai fait mes études à l'université en anthropologie. Dès qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de faire n'importe quelle image pour expliquer, c'était compliqué, donc je les aidais, et là je me rendais compte qu'il y avait un manque en fait de quelqu'un qui pouvait un peu passer des techniques ou des façons de faire ou expliquer un logiciel. Donc là je me suis proposé de faire ça. J'ai eu pas mal, peut-être une dizaine d'étudiants qui étaient intéressés. Par exemple, on avait des étudiants en médecine qui avaient besoin pour un article de créer une image qui expliquait des choses de leur article, donc quelque chose d'assez simple en vectoriel avec des icônes, tout ça, mais en fait c'est assez difficile de créer une image quand on n'en a jamais fait. Donc là on a passé du temps, je leur ai montré Illustrator, on a un petit peu regardé qu'est-ce qui était important de dire dans leur image, de quelle façon on allait le dire. Donc moi j'aimais bien ça, vraiment de pas forcément proposer des choses de bande dessinée, parce que en fait moi ce que je sais plus faire, c'est plus créer des images qui ont du sens et qui souvent c'est des images uniques en fait. Donc ça je suis je suis meilleure à ça que en narration. Donc je me sentais pas forcément à ma place à faire des ateliers de bande dessinée. Donc là c'était vraiment super parce que ils ont pu m'expliquer leur projet. Là je me disais mais alors du coup tu veux dire quoi exactement, ok, et leur montrer, et puis après ils étaient autonomes en fait, ils étaient très contents. On avait aussi une étudiante en thèse qui avait un graphique à faire. Elle voulait que ce soit un peu
c'était un peu plus poussé qu'un camembert, mais finalement c'était quand même assez simple dans l'idée. Mais voilà, il fallait quand même un petit peu réfléchir à voilà pour qu'est-ce qu'on veut dire, pour qui on veut le dire, pourquoi on veut le dire. Et là, à partir de ces contraintes-là, en fait, on réfléchit à un système d'image qui fait le plus sens en fait voilà pour créer le visuel qu'elles ont besoin. Et d'un point de vue pratique, vous avez une salle dédiée, des logiciels dédiés de création d'images au service culture. Oui, non. Après, on essaye de s'adapter en fonction de ce qui est imaginé avec l'artiste et d'aller chercher, si besoin, les lieux et le matériel pour un atelier particulier, par exemple. On n'a pas de salle dédiée à la pratique visuelle, plastique ou bande dessinée. Donc il faut des ordinateurs. Là, du coup, il y avait l'atelier se passait plutôt le soir après les cours et on avait une salle dans le bâtiment littérature, je crois. Oui. Et du coup, voilà, je passais prendre les clés en amont, les étudiants avaient accès à la salle, et puis il y avait des postes informatiques avec les logiciels Adobe à l'intérieur, donc c'était assez pratique. Voilà, c'est un environnement que je connais bien, donc on a pu installer tout le monde, et puis ensuite, voilà, je faisais des petits topos au début, et puis ensuite, voilà, rapidement, je passais 10 minutes par personne pour les lancer, résoudre les problèmes s'ils en avaient, etc., m'assurer que tout allait bien, quoi. Donc en gros, à l'université, c'est tellement diversifié qu'on peut presque trouver tout ce dont on a besoin finalement selon ce qui est imaginé. Donc c'est pratique aussi. Ça demande un peu d'aller chercher dans des composants, dans des labos, mais en général, on arrive toujours à trouver. C'est plus pour des personnes qui souhaiteraient pouvoir mettre en place des activités. Il faut quand même, ça peut être aussi des logiciels libres installés. Voilà, mais c'est dire que c'est possible de mettre en place ce type de proposition. Tout à fait. Il y avait une seconde question pour Lionel et Marie-Aude qui demandait si pendant la crise sanitaire, vous aviez eu recours à des solutions pour accueillir encore des étudiants, des artistes en résidence, et comment, quand? Pendant, en fait, je suis en train de réfléchir en me disant, alors ce n'était pas à ce moment-là évidemment des auteurs de BD, mais on avait deux résidences dans les labos de recherche de chimie, et puis également sur les photons. Et en fait, on a pu quand même réussir à accueillir dans les labos, en fait, les artistes, en fait, malgré tout, avec évidemment les conditions que on s'imposait à nous-mêmes en termes de sécurité, mais ils ont pu venir quand même encore dans les labos de recherche, mais évidemment on n'avait pas d'action spécifique. Alors nous, à l'université, quand on fait une convention de résidence de recherche-création, en fait, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que on donne toutes les conditions matérielles et financières aux artistes pour qu'ils puissent travailler, mais de manière la plus libre possible, puisque en fait il n'y a pas de commande à ce moment-là d'œuvres il y a vraiment un souhait de laisser la liberté complète à l'artiste. Ce que on recherche dans la mise en place en fait de la convention de résidence, c'est une relation qui soit aussi confortable et qui soit riche en fait, mais à la fois pour l'artiste qui est accueilli en résidence, comme pour notamment dans les labos de recherche, pour les équipes de recherche qui accueillent l'artiste. On passe souvent du temps en fait à créer la relation, donc on est moins sur des appels à projets en fait qui mettent en relation des gens qui n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer auparavant. Nous, on est beaucoup plus sur on construit une relation et on écrit le projet de convention de résidence, et la résidence commence sans qu'il y ait du coup non plus donc de commandes précises. Et donc tout ce qui est action de médiation, achat d'une œuvre, ou production d'une exposition, se fait dans un second temps et sous des formes différentes, c'est-à-dire un nouveau contrat éventuellement spécifique de commande ou une note pour une action de médiation. Enfin voilà, donc on se différencie un peu les choses.
Oui, bah juste pour répondre rapidement, nous c'est l'exemple notamment de Maxime Jeune. Déjà, il a pas failli venir puisque il y avait eu le confinement là avait été annoncé. Je sais plus précisément, mais en tout cas, on a décidé quand même qu'il vienne puisqu'il était hébergé dans la Villa Bloc, un autre lieu de résidence d'artistes de la ville. Donc on a fait le pari qu'il vienne et qu'on verrait ce qui se passerait, combien de temps ça durerait. Alors le problème, c'était quand même que l'idée, c'est qu'il soit complètement intégré, qu'il vive le quotidien du laboratoire Foralis. Effectivement, le quotidien, il l'a pas beaucoup vu pendant longtemps. Après, avec les outils numériques, il a quand même pu faire un travail de beaucoup de visio, d'entretien en visio et de s'en sortir quand même avec tout ça et d'utiliser même ce confinement comme un élément de son histoire en fait. Moi, j'avais une question en préparant la table ronde. Il y avait plusieurs points de vigilance sur lesquels vous avez tous les deux que vous avez pointé. En l'occurrence, il y avait cette question de locaux et de bureaux présents sur site. Donc, comment tous les deux vous avez pu mettre ça en place. Et puis l'autre question aussi qui était revenue, c'était de par nos relations au service juridique, au service de la DAF, comment les services culture construisent quelque chose pour sécuriser l'accueil de l'artiste d'un point de vue juridique et financier. Comment vous avez pu mettre ça en place? Oui, la question du logement, nous, ça a beaucoup varié puisque Morgane n'a pas vécu le même accueil que Thomas aujourd'hui, qui est presque comme un prince. Il est dans un énorme jardin, une énorme maison, un appartement qui est tout neuf, donc c'est quand même idéal. Et Morgane, elle était dans un appartement qui était dédié à l'accueil d'artistes en résidence, mais qui était un vieil appartement en centre-ville, donc c'était un peu plus difficile. Donc on a été content quand même de changer pour cet appartement-là. Même si bon, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était pas l'idéal. Et puis sur la question juridique, moi un conseil, c'est de s'appuyer sur les centres du livre locaux notamment, parce qu'ils sont. Moi j'ai commencé comme ça parce que effectivement, comme on n'en avait jamais fait, il est important d'avoir des conseils pour pouvoir mettre en place le projet. Et du coup, nous on travaille par des conventions, et ces conventions-là, finalement, aujourd'hui, ça va très vite, quoi. Donc la première a été un peu expérimentale. On a eu quelques retours, mais maintenant ça va assez vite. Donc est-ce qu'il y a une particularité par rapport à d'autres artistes que vous accueillez, des artistes en spectacle vivant? Est-ce qu'il y a vraiment des BDistes sont différents? Moi, j'ai envie de dire accueillir des artistes en bande dessinée parce que souvent ils sont 1, 2, ils sont tous hyper sympas. En tout cas pour les jeunes, et peut-être après des gens plus connus, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a la notoriété qui joue, mais et techniquement en termes d'accueil, c'est aussi je trouve plus simple que du spectacle vivant notamment par exemple. Qui demandent des espaces importants, des éléments techniques très importants. Un dessinateur, une dessinatrice, que ce soit sur papier ou en numérique, finalement, il faut très peu d'espace. Il faut une connexion. Vous avez un bureau, c'est ça, dans le laboratoire? Alors non, j'avais pas de bureau dans le laboratoire. Ça aurait été vraiment chouette. Alors peut-être la particularité, c'était que je suivais cette recherche, donc je pense que c'était compliqué de trouver quelque chose. Non, j'avais je travaillais au sein de l'appartement où j'étais, mais c'est vrai que j'essayais parfois de passer une journée à la BU pour sortir un peu, voir du monde, mais c'est vrai que ça aurait été vraiment idéal en fait d'avoir un bureau qui soit à la fois possible de pouvoir discuter avec des gens et à la fois possible de se retrancher et d'être tranquille à l'intérieur. Faut nous voir un peu comme des chats en fait, où on aime bien être confortable, mais quand même avec une patte coincée dans la porte pour voir ce qui se passe. Mais on est discret, ça va.
Nous, effectivement, en général, il y a quand même une porte ouverte assez facilement en fait dans les labos. C'est-à-dire qu'on arrive, oui, pour la plupart, à leur trouver un lieu de travail, même s'il est parfois un peu étroit. Ou j'ai le souvenir d'une des dernières résidences où ils étaient plutôt dans l'équipe Photon, dans les sous-sols de l'équipe, au milieu de matériel diverses, mais qui en même temps leur faisaient aussi papillonner, et ils étaient très heureux d'être au milieu de ce fatras un petit peu, mais ça, je pense que ça a aussi permis dans la conception de leurs œuvres d'avoir des idées. Et puis, par exemple, pour Daniel, forcément, il était accueilli par nos collègues dans les collections, où il a passé énormément de temps, avec parfois des EPI, donc des équipements de protection individuelle, puisque dans les collections, on a quand même aussi des produits divers et variés dont on a parfois du mal à analyser, puisque bien souvent, je pense aux herbiers en particulier, où les collectionneurs, les scientifiques faisaient chacun leur mélange pour conserver les plantes, enfin bon. Et en fait on passe un temps fou à essayer d'analyser pour et prendre des mesures à la fois pour les personnels concernés, les gens qui souhaitent travailler et découvrir les collections, mais souvent dans le cadre professionnel. Donc il y a des précautions à prendre, il y a aussi dans certains laboratoires des zones de sécurité, donc qui nécessitent aussi une autorisation de l'université, mais de manière générale, voilà, on le précise en fait dans la convention de résidence. Nous, la convention de résidence, on s'est beaucoup appuyé aussi sur la circulaire en fait de 2006 du ministère de la Culture sur les résidences. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos propres universités, mais en fait, nous, chez nous, en fait, on propose une convention qu'on présente au service juridique, donc qui évidemment met sa patte, nous questionne, mais bon, ce qui est aussi important. Et en fait, on a pu travailler comme ça il y a déjà un certain nombre d'années sur une convention type quelque part, et qu'on interprète évidemment, qu'on singularise en fonction de chaque résidence. Donc voilà comment ça se passe. Cette convention, elle est co-signée par les financeurs aussi, les partenaires DRAC. Alors elle est signée uniquement en fait du président de l'université et de l'artiste, avec les visas des différentes tutelles ou labos, qui accueillent, et le service culturel. Mais effectivement, on a le soutien de la DRAC en fait, et on le mentionne systématiquement effectivement dans les conventions, parce que la DRAC nous soutient vraiment sur la présence des artistes à l'université, donc à la fois pour les résidences et pour les ateliers de pratique artistique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Et du coup, dans la salle, est-ce que vous pouvez nous faire part de vos expériences, si vous avez des remarques de ce qui vient d'être dit par rapport à vous, votre propre pratique? Alors j'ai une petite question poil à gratter. Ça se passe bien avec les services administratifs et financiers pour la rémunération des auteurs? Globalement, enfin en tout cas sur les résidences, globalement oui, j'ai envie de dire, parce que comme c'est bien cadré maintenant dans la convention, ça se passe plutôt bien. On n'a pas trop d'embêtement en tout cas. Est-ce que c'est concrètement pour je sais pas, pour être plus pratique, est-ce que c'est des notes d'auteur, est-ce que c'est comment ça se passe? Oui, c'est échelonné sur chaque mois, enfin. Voilà, c'était pas le cas, mais on va le faire maintenant parce qu'effectivement, pour réduire un peu la partie administrative, on faisait deux paiements sur la longueur, et là on va passer à quelque chose de mensuel parce que c'est pour les auteurs, c'est plus pratique. Et donc tout est noté. On a effectivement la partie salariale, donc par des notes d'auteur. On a des notes de frais éventuels pour les frais de déplacement, et puis d'éventuels achats de matériel utile pour la partie création ou pour des ateliers
ateliers, par exemple, dans les actions de médiation, à une hauteur qu'on définit, voilà, qui est pas énorme, mais en fait qu'on peut réadapter s'il y a besoin. Donc, en tout cas, le salaire, c'est sur des notes d'auteur, sur la convention. Donc nous, la bourse de résidence, effectivement, elle est soit versée en une fois, soit en 2 fois. En général, en fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'artiste se sente assez libre de créer et de travailler. Et donc, en fait, une grosse partie de la bourse, elle est versée dès la signature, en fait, de la convention. Et donc, en fait, chez nous, alors c'est peut-être une spécificité, pour l'instant, il arrive que la convention signée suffise à mettre en paiement, en fait, la bourse. Donc, parfois, l'auteur préfère aussi, enfin, l'artiste préfère nous présenter une note de droit d'auteur, et donc, ça peut être de cette manière-là aussi, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques dans la salle en termes de rémunération des artistes-auteurs, illustrateurs? Merci. Oui, nous, à l'inverse, ça avait été complètement cauchemardesque parce que notre administration nous a dit que il ne payait que service fait. Donc, sur les 4 mois, 5 mois 4 mois et demi de résidence, il a été payé qu'à la fin. Et comme donc c'est l'Université Pierre Cathy Jules Verne, je donne pas de mauvais noms, mais c'était la résidence de Jean-Yves Duhaut, donc auteur de bande dessinée, et donc il a produit donc une série de numéros d'un journal qui s'appelait L'Artu, et il a fallu attendre de valider l'ensemble des numéros et la fin de la résidence, mais même après la fin technique de la résidence, de la validation de l'ensemble des journaux qu'il a réalisés, pour que le service soit déclaré fait et qu'on le paye en une seule fois à la fin. Donc en fait, il a même emprunté de l'argent pendant son temps de résidence en disant qu'il allait être payé à la fin. Donc ça, c'était un peu cauchemardesque de notre côté, et ça nous a servi de leçon pour d'autres résidences pour qu'on puisse cette fois-ci les mensualiser. En plus, ça crée des décalages dans leurs déclarations, etc., puisqu'ils ont des sommes qui arrivent tout d'un coup. Donc, c'était vraiment pas très très simple. Mais du coup, moi, j'avais une question sur. C'est aussi une question qu'on s'est posée ce matin quand on a discuté. La manière dont les labos ont réagi à cette intrusion en quelque sorte d'un virus extérieur qui vient les observer, qui vient dialoguer avec eux, qui vient, etc. Est-ce qu'ils ont joué le jeu, et est-ce que ça a modifié la manière dont eux voyaient leur propre pratique, en fait, d'être regardés par quelqu'un? À quel point est-ce que ça a modifié la manière dont eux envisageaient leur pratique scientifique? Alors, c'est une bonne question. Je sais qu'au départ, il devait y avoir une 8e recherche d'un philosophe sur le temps, mais il s'est trouvé assez rapidement avant que le début enfin, je crois que très rapidement, il avait dit qu'en fait, il avait pas le temps, et que voilà. Donc, clairement, j'ai un peu oublié qu'il existait, en fait. Donc, moi, je me suis attardée sur mes 7 chercheuses, et non, c'était des amours, vraiment. Ils étaient extrêmement contents, je crois, de me montrer leur quotidien. Ils étaient tous extrêmement pédagogues. Je crois aussi que s'ils avaient participé à ce projet, il leur avait pas été imposé, je pense. Vous en aviez discuté en amont, donc c'était quelque chose qui peut-être les emballait au moins un minimum. Donc ça fait vraiment toute la différence, parce qu'il y a des projets qui sont imposés au labo, et je pense que ça les saoule un peu, quoi. Et du coup, parce que voilà, leur temps de recherche est de plus en plus grignoté par des choses. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils m'ont dit en permanence. Passer plus de temps à faire des financements qu'être chercheur, c'est vraiment pénible. Donc du coup, non, c'était vraiment hyper adorable, hyper pédagogue. Moi, j'étais ravie d'avoir quelqu'un qui pouvait répondre à toutes mes questions, qui jouait tout à fait le jeu, qui était extrêmement pédagogue, qui m'expliquait vraiment ce qui se passait. C'était très très chouette. Je leur ai montré, on a refait un petit topo à un moment donné avant Noël, donc peut-être à novembre-décembre, donc 2 mois après le début où j'avais commencé à vraiment bien
élaborer comprendre ingérer tout ce qu'il m'avait dit. En fait, j'avais pris des notes, j'avais enregistré, et puis je leur ai montré ensuite ma frise et ils étaient tous assez contents. Je crois que, j'ai gardé d'ailleurs pas mal de contacts avec des chercheurs, mais je me rappelle de Germain Rousseau qui était assez intéressé parce que c'est lui qui travaillait sur les trous noirs et du coup j'avais pour la couverture, en fait, j'avais vraiment une idée de X, de quelque chose en croix, en fait, parce que le cône de lumière, donc c'est comme ça qu'on représente maintenant le temps, la flèche du temps avec la lumière du futur, la lumière du passé, du présent et au milieu. En fait, c'est une représentation qu'en fait je trouve qu'on retrouve vraiment dans le sablier. Et du coup, voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en lumière en faisant comme ça, en fait. En montrant que dans le livre on pouvait vraiment les mettre ensemble, et en fait je me rappelle qu'il avait fait ouais c'est vrai, il était je sais pas, c'était chouette, peut-être il avait peut-être pas remarqué forcément ça non plus, donc j'étais contente, et voilà, après avec eux on a retravaillé sur pas mal de choses, voilà, c'était vraiment très agréable, et j'ai pas du tout eu le sentiment d'avoir été un virus qui les gênait, au contraire, en fait. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a des projets qui viennent un peu comme un cheveu sur la soupe, où c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, on sait pas trop pourquoi ils refusent, parce qu'ils ont jamais vraiment trop voulu au départ, parce que ça leur a été imposé. C'est parfois compliqué, quoi, d'être voilà, j'aurais pas aimé en fait être la personne entre le marteau et l'enclume, voilà. Donc là c'était très très agréable comme condition. Juste pour compléter, c'est vrai qu'en général ils sont très contents parce que il y en a beaucoup qui ont compris aussi l'intérêt de l'outil aussi pour leur recherche. Il y en a plusieurs qui ressollicitent après les auteurs, notamment Morgane, tu parlais de Germain Rousseau, mais pour refaire des travaux ensemble pour illustrer des recherches. Et aussi, tu l'as dit, ils ont pas de temps, mais par contre, on avait organisé 1 ou 2 fois des temps collectifs, dont le premier pour qui rencontre tous Morgane en même temps pour gagner aussi un peu de temps. Et en fait, ils étaient hyper ravis de se rencontrer parce qu'en fait, finalement, ils ne se voient jamais, à part ceux qui vont avoir une recherche en commun, mais c'est pas tous les jours. Et du coup, ils voient qui est tel collègue, même s'ils travaillent sur des choses complètement différentes, ils échangent, ils voient qu'ils ont les mêmes problématiques, etc. Donc, c'était hyper intéressant aussi de ce point de vue-là, je trouve. Oui, tout à fait. Du coup là, je vous montre les choses que j'ai fait depuis, en fait, mais la dernière image ici, c'est une toute petite bande dessinée que j'ai fait avec Germain Rousseau sur des modes de terre particulières qui poussent entre guillemets dans les marais vers La Rochelle, donc parce que ça fait une sorte de l'argile et de l'eau salée, et ça fait une formation particulière qui est en fait un pattern mathématique qui l'intéressait particulièrement. Donc il m'a fait dessiner tout ça et il était extrêmement content. C'est toujours un plaisir de le revoir. Oui, après il y a d'autres projets que j'ai fait par ailleurs avec d'autres scientifiques. Après, je sais pas si vous avez, si on en parle, mais par exemple j'ai travaillé avec des sociologues au sein de l'EHESS. Donc on a fait un petit livre ensemble qui s'appelle Discontinuité. Donc là c'était sur des recherches de sociologues pendant les confinements, en fait, et à quel point ça a pu modifier leur terrain. Donc là, l'idée c'était de prendre en charge l'entièreté graphique du projet. Donc eux, ils m'envoyaient un document Word et puis je leur ai rendu ça, en fait. Alors évidemment, plein d'étapes de validation, etc. Mais d'illustrer et de mettre en page et de trouver une identité graphique qui leur convienne, de trouver un système de couleurs qui leur convienne. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et effectivement, là, on est en train d'en faire un deuxième avec eux qui va partir à l'impression dans la semaine. Où là, je leur avais proposé, comme c'était sur le confinement et une notion d'enfermement, je voulais leur proposer d'illustrer en fait chaque chapitre avec 3-4 chercheurs qui soient comme sortis dans un monde post-apocalyptique et qui réinventaient un peu qu'est-ce que c'était de vivre, et ils avaient juste trouvé des livres dans la bibliothèque en ruine, et ensuite ils utilisaient ces livres pour faire tout un tas de choses, faire du feu, marcher, s'asseoir, enfin voilà. Donc c'était vraiment un truc. Et sur le deuxième tome, en fait, comme ils sont en train
parler de leur sociologie et de leur rapport à leur propre discipline et comment la réinventer, la remanier. Je leur ai proposé de partir sur un axe où tous ces petits sociologues sont en fait des petits ouvriers avec des gilets orange et ils sont en train de travailler à construire des choses et donc là on est en fait ils étaient vraiment très contents de cette idée-là et ça ils ont même remodifié certains titres de chapitres pour que ça fasse plus chantier en fait. Du coup c'était rigolo ce rapport, enfin voilà, ils disaient ah mais merci, on n'y avait pas pensé. J'étais mais en fait c'est en lisant vos choses que j'y ai pensé, donc enfin c'était vraiment très très agréable comme échange. Voilà, donc après j'ai pas mal de choses toujours en rapport avec la science, donc j'ai travaillé avec Julien Bobrov qui est un scientifique qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique en images, qui bosse beaucoup avec des étudiants. Donc toujours pendant le confinement, hein, juste après la résidence d'ailleurs, il m'a contacté pour travailler sur mettre en image leur galère d'organiser des choses pendant le confinement en images. C'était un peu méta, mais du coup voilà, j'étais chargée de suivre toutes les réunions Zoom qu'ils faisaient et de faire des petites illustrations rigolotes pour agrémenter le gros site internet qu'ils avaient fait à ce moment-là, donc avec toute leur équipe à Orsay. Et un peu après aussi, j'ai fait des livres avec des anthropologues sur la notion d'enfermement en Afrique. Donc voilà, pareil, ils avaient fait un MOOC en fait, donc en vidéo, et l'idée c'était de garder une forme graphique plus pérenne. Donc ils m'ont envoyé les retranscriptions écrites du coup du MOOC, et moi j'illustrais tout ça et je mettais tout ça en page. Donc l'idée c'était que je mette des petits portraits à chaque fois des anthropologues qui parlaient. Il y avait aussi des illustrations humoristiques à faire, ce qui n'était pas évident parce que donc sur la notion de prison en Afrique, c'était pas évident de faire des choses drôles, mais voilà, j'y suis arrivée. Voilà, après j'ai failli bosser pour Bande de Labo, mais ça ne s'est pas fait pour des accords philosophiques. D'ailleurs, pensez à me payer peut-être, ça fait 6 mois maintenant. Mais voilà, en tout cas, dans la plupart du temps, les chercheurs sont vraiment contents du dialogue en fait. C'est vraiment des échanges qui sont très chouettes, très féconds. Ils sont assez souvent fans de bande dessinée ou de dessin en fait, donc on a vraiment des discussions par ailleurs qui sont très agréables. Et moi j'adore apprendre d'eux, et je pense qu'ils sont contents aussi de voir quelqu'un s'approprier en fait leur discipline, avoir un angle personnel en fait qui soit pas téléguidé ou un peu cliché, quelque chose où vraiment on s'investisse en fait dans leur domaine. Je pense que ça leur fait plaisir. Et est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec des sciences dures et des sciences humaines? Parce que là, il y a les deux, on le voit sur l'image. Est-ce que les sciences dures sont plus pédagogues parce qu'elles ont peut-être plus aussi le besoin ou la volonté souvent de vulgariser leurs sciences? Vous disiez que le seul qui n'avait pas marché finalement c'était le philosophe. Et de par expérience, c'est souvent les sciences humaines qui ont plus de mal à vulgariser leur approche, mais peut-être que c'est pas le cas. C'est compliqué. En fait, je pense que ça dépend aussi des moyens dont on a à disposition pour faire ça. Si on a carte blanche, on peut imaginer quelque chose de vraiment très inventif. Si on est plus dans le cadre d'une commande, on va avoir beaucoup de mal à dépasser la BD avec l'homme en chemise qui parle, qui est peut-être pas très intéressant. Ça fonctionne, mais ça fait pas des BD intéressantes. Du coup, c'est un petit peu compliqué de s'appuyer sur des images, alors qu'en biologie ou en physique, on a quand même une imagerie qui est créée, dont l'artiste peut vraiment sauter dessus et faire ok super, je vais en faire des panels super, des planches. Mais c'est vrai qu'en sciences humaines, parfois il y a un peu du mal à. Mais après, ça dépend parce que vraiment, ça dépend encore une fois du temps et du coup de l'argent consacré, parce qu'évidemment, on va pas passer 6 mois sur un truc si on est payé 200 balles, enfin c'est pas possible, mais on va essayer on peut imaginer des choses. Par exemple, mon collègue Olivier Crépin
qui a fait lui-même une thèse dans les récits littéraires, de narration, en bande dessinée aussi. Lui, il est tout à fait capable d'imaginer des choses à récits combinatoires qui vont ensuite, bref, la forme et le fond vont être complètement en lien et avoir une créativité incroyable. Mais seulement s'il a du temps et si y a des interlocuteurs intéressants et qui font confiance aussi aux artistes, parce que certains interlocuteurs voient l'artiste un peu comme un producteur d'images, là vite fait, et puis ça rend pas des choses intéressantes. Donc il faut aussi prendre en compte la spécificité de la création. Il faut aussi faire confiance en fait aux artistes, parce que en fait ça fait des années qu'on réfléchit à notre univers et on sait qu'il a un impact, on sait comment agencer nos images pour que ça suscite une émotion. Ça, c'est des choses que les gens qui n'ont pas réfléchi à la création ne savent pas faire, pensent qu'ils savent faire mais ne savent pas. Il faut laisser en fait de la place au lecteur, il faut faire des respirations, il faut aussi pas forcément tout expliquer. Il faut que, à un moment donné, le lecteur, il se retrouve et il ait une place dans le récit, dans la chose qu'il est en train de regarder, et que ça lui suscite des émotions, des interrogations, une envie d'aller voir plus loin. Et ça, je pense que plus un artiste a du temps, plus on lui fait confiance, et plus ce sera riche, plus c'est possible d'obtenir ce genre de production. Tu voulais ajouter quelque chose à Rennes sur... Juste sur la première question de Justin, en fait, dire que en tout cas chez Daniel, la relation humaine était extrêmement importante. Donc, en fait, il a tout de suite su créer un climat de confiance qui font que les interactions avec les équipes de recherche ont été extrêmement fortes, et que l'envie d'aller sur des productions qui étaient les siennes et de les soutenir, mais au-delà de ça, l'exposition, ça a tout de suite très très bien fonctionné. Et alors ce que nous on peut faire, je vais là pas sortir un peu de la relation avec l'artiste de bande dessinée, c'est en fait assez régulièrement on essaye aussi de faire des petits déjeuners art sciences où en fait on propose à un artiste de rencontrer des chercheurs. On essaye d'identifier des chercheurs dans des disciplines qui peuvent l'intéresser, et on crée aussi des relations sous cette forme-là, un peu informelle, autour d'un petit moment convivial, et voilà, ça peut aussi créer de la relation. C'est vrai que le rôle des chargés de projet, en fait, est aussi essentiel dans la mise en lien entre trouver les chercheurs aussi intéressés, les artistes intéressés, et de créer le contexte favorable. Et c'est vrai qu'on le voit pas en fait. À la fin d'une restitution d'une résidence, on se rend pas compte de ce travail de petites fourmis, de petites mains en dessous, tout au long de cette résidence qui dure sur une année universitaire presque. Et c'est vrai que ce travail de coordination, de communication, même au sein de comment on fait vivre ces résidences au sein de l'université en termes de visibilité, puisque les artistes, le travail est en train de se faire, donc ce n'est pas du tout visible, et souvent on a besoin aussi de montrer qu'il se passe quand même des choses. Donc il y a tout un jeu très important, mais qui n'est pas, c'est un temps aussi qui n'est pas vraiment valorisable au nombre de pourcentage de temps passé sur l'accompagnement d'un artiste. Mais par exemple là, vous êtes 3 chargés de projet. Est-ce que tu peux quantifier un petit peu le temps que vous passez quand un artiste est là, présent? Sur l'année, moi je pense que j'y passe presque un quart de mon temps en fait, parce que il y a tous les appels à candidature, il y a tout le suivi pour l'accueil, les relations comme tu le disais avec tous les intervenants, les étudiants. Alors on a quelqu'un en médiation culturelle, donc il va aussi là faire les démarches de ce côté-là. Tout le suivi, il y a le suivi éditorial, mais nous on a un regard aussi continu là-dessus, même si on essaie de garder notre place
voilà, d'organisateurs de la résidence et pas d'éditeurs en tant que tel. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être ambiguës. Par exemple, pour Thomas, cette année, on s'est posé la question à un moment donné sur une planche en se disant bon, oula, bon, on verra. Et on décide d'un commun accord de dire voilà, si ça passe pas, on assume quoi. Sinon, on fait un autre choix, mais en tout cas, voilà, il faut assumer derrière. Voilà, et puis toute la finalisation. Là, en l'occurrence, on essaye d'organiser des temps aussi de restitution. Là, la bande dessinée, elle arrive. Mais c'est bien de donner l'occasion à des gens de la voir, de venir la récupérer. Donc là, ça donne lieu à une exposition, un vernissage, voilà. Et puis après, on repart, on est déjà sur la suivante, puisque ça ne s'arrête pas. Donc oui, je pense à peu près 20%. Et oui, on voit pas forcément effectivement tous ces à côté là. Ouais. Mais moi, je voulais dire que pour un auteur, c'est vraiment important d'avoir. Enfin, Lionel, en tout cas, c'était vraiment chouette de devoir. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, régulièrement, te montrer où j'en étais, juste de discuter, d'avoir un lien avec, tu pouvais me dire, bah tiens, il y a ça qui s'organise en ce moment, peut-être ça peut t'intéresser. Enfin, c'est hyper riche, en fait, c'est important, quoi. Ouais, je tiens à rajouter au descriptif qu'a fait Lionel, tout le travail aussi qui est mené auprès des autres services de l'université, pour réexpliquer ce que c'est qu'une note d'auteur, quelle est la place de l'artiste, comment il doit être rémunéré, quelle est sa liberté de création, et que voilà, cette rencontre dont tu parlais avec les chercheurs et aussi avec les étudiants, elle est aussi rendue possible par tout ce travail-là. Et ça, je sais que Lionel ou les services, nous ici, on travaille, voilà. Et comme il y a énormément de renouvellement dans nos structures, c'est vraiment quelque chose où parfois faut rabâcher sans cesse, mais la rencontre, elle peut aussi avoir lieu parce qu'il y a un cadre juridique extrêmement précis à respecter, et que la question du paiement des auteurs est une question importante, en tout cas. Voilà. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Non? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette table ronde, Marie-Aude? Ou là, tu disais, Lionel, que tu étais en train déjà de lancer la suivante. Vous avez déjà, pour l'année 2023-2024, tout est déjà, l'appel à projet est lancé. Oui, en fait, tout est déjà fait. On a failli faire venir Adèle Messonès, puisqu'il s'agit d'elle là aujourd'hui, mais en fait, elle pouvait pas, donc elle va venir la semaine prochaine. On va la rencontrer pour la première fois pour mettre en place concrètement la résidence. On va lui faire visiter un peu la ville, le lieu d'hébergement, parler des actions de médiation, voilà. Donc en fait, pendant que l'auteur en cours est encore là, on fait déjà l'appel à candidature pour l'année d'après, en fait. D'accord, vous préparez déjà le terrain pour la rentrée. C'est ça. Oui, parce qu'après la rentrée, ça va tellement vite que c'est plus la peine, qu'on n'a plus le temps. Est-ce que, on peut avoir des idées de combien de personnes proposent leur candidature? On est entre 8 à 10 maximum, c'est pas forcément énorme, même si l'appel à candidature il tourne quand même. Alors nous, l'un des critères, c'est des auteurs régionaux, auteurs-autoristes régionaux, ou qui travaillent avec un éditeur local, en l'occurrence par exemple le Belum, mais ça peut être avec Biscotto Angoulême, ou voilà, enfin en tout cas régional. Donc il n'y en a pas forcément beaucoup, mais c'est tant mieux en fait, presque, parce que du coup c'est quand même à chaque fois des dossiers assez importants qui sont soumis, et puis après donc dans le jury il y a aussi beaucoup de temps à passer, donc plus il y a de dossiers valides, on les étudie tous, donc du coup on y passe du temps. Je regarde Frédéric qui fait partie aussi du jury, Sybille aussi pourrait le dire, donc voilà, c'est bien qu'il n'y en ait pas tant que ça finalement, 8-10 maximum, c'est bien. Ce que je voulais dire aussi, c'était que c'était bien cette résidence parce que c'est une des seules, en tout cas de ce que j'ai pu voir, où il n'y a pas forcément besoin d'avoir plusieurs ouvrages publiés, donc ce qui permet l'accès en fait à des artistes auteurs qui sont pas forcément soit établis mais pas au sein d'un circuit traditionnel d'édition en fait.
et ça permet une ouverture en fait. Je trouve que c'est chouette. C'est ça, et c'est des jeunes artistes, soit par l'âge, soit par l'expérience en termes de publication, puisqu'on dit 1 à 2 publications maximum. Donc l'idée, c'est vraiment de donner aussi sa chance et d'aider à professionnaliser un artiste jeune, quoi, en fait, dans sa pratique. Je voulais juste poser la question, est-ce que le jury est composé uniquement de membres de l'université ou vous faites appel à des gens de l'extérieur comme membres du jury? Alors, ça pourrait l'être, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est que en interne. Alors, il y a à la fois Sybille Lajut, donc, qui est la vice-présidente culture, il y a le pôle culture, il y a Frédéric et Julien du réseau régional de recherche en bande dessinée, et un enseignant spécialisé bande dessinée. Mais on fait pas appel effectivement à un éditeur ou à un autre artiste. Pourquoi pas, hein, à l'avenir, c'est pas fermé, mais après c'est pareil, c'est toujours la question aussi de plus il y a de membres, plus c'est difficile de réunir tout le monde un jour, plus c'est plus il y a d'avis, plus il peut y avoir de confrontation aussi d'avis. Alors on peut aussi tous vite tomber d'accord, mais ça peut être aussi l'inverse, donc c'est pas toujours évident. Du coup, pour mutualiser le travail, est-ce qu'il y a déjà eu cette idée, par exemple, d'avoir une résidence qui se fasse sur plusieurs universités, ou avec des labos qui seraient pas uniquement des labos de l'université de Poitiers, ou pas? Alors la résidence, elle n'est pas fermée sur la ville de Poitiers, puisqu'il y a d'autres sites, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a été sur Poitiers. Pour des raisons de facilité aussi, pratique. Là, la prochaine thématique, c'est un peu sur l'expérience étudiante. Donc, c'est quoi être étudiant aujourd'hui à l'université de Poitiers, mais donc aussi, pourquoi pas d'autres villes, puisque il se passe pas les mêmes choses exactement à Angoulême, Niort, Châtellerault ou Segonzac. Voilà, donc peut-être que là, on va être amené à se déplacer aussi avec l'artiste sur ces villes-là pour essayer de voir d'autres personnes. Alors avant tout des étudiants pour que eux racontent aussi leur expérience, mais peut-être aussi des personnes qui sont un peu ressources sur place, qui côtoient les étudiants au quotidien, dont des enseignants par exemple, mais aussi pourquoi pas des chercheurs. Donc je crois qu'on a le temps est imparti. Je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Peut-être également aussi vous indiquer que nous sommes à votre disposition, Marie-Aude, Lionel et moi-même. Si vous avez des questions, si vous voulez voir nos différentes conventions qui sont très différentes les unes des autres, ou des questions de diffusion, de droit d'auteur, de droit à l'image, ou des questions de financement, voilà, on peut vous apporter notre expérience, notre vécu, nos voilà des écueils sur lesquels on est déjà passé et qu'on connaît, pour vous aider également à monter vos résidences et d'accueillir des autrices et des auteurs de bande dessinée, et voilà, c'est un vrai bonheur de les accueillir dans nos universités. Merci encore et à très vite. Merci.